Éric de Laval, j'ai 46 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je m'amuse en fait. J'ai pas vraiment de travail. Je fais un peu de pâte à modeler, un peu de 3D, des figurines. Voilà, en fait. Il est complètement freestyle. En fait, mon parcours, je vais pas dire c'est n'importe quoi. Il est vraiment non linéaire pour le coup, puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ne pas faire de sculpture, en fait, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur, donc aucun rapport avec la sculpture ou les figurines. Donc, en tant qu'ingénieur, j'ai un petit peu bossé dans l'administration. Et puis très rapidement, en fait, ça m'a ennuyé, tout en sachant que la sculpture, je l'ai commencé de manière, on va dire, professionnelle, il y a un peu plus de 20 ans. Comme à la sortie de mon école, j'ai pas trouvé du travail tout de suite. Je me suis occupé en faisant de la sculpture et des figurines. Et en fait, le premier travail qu'on m'a proposé, c'était en tant que sculpteur et pas en tant qu'ingénieur. Donc voilà, je suis rentré par la sculpture comme ça, un peu par hasard, mais aussi par goût, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Enfant, j'adorais les jouets, on va dire comme pas mal d'enfants, mais moi j'avais quand même vraiment un attachement aux objets, aux figurines. C'est des choses, moi il y a des jouets qui m'ont marqué gamin. Et du coup, à un moment de ma vie, j'ai eu envie de faire mes propres jouets. Alors au départ, vraiment de manière purement égoïste, de manière pure égoïste, je vais y arriver. Principalement pour moi, les persos que à l'époque j'aimais bien. Et puis petit à petit, en fait, en montrant mon travail sur internet, des gens l'ont repéré et puis m'ont proposé de travailler sur des projets. Alors, je suis arrivé chez Faribol au départ en tant que sculpteur freelance, en contactant Pascal Rodier, qui est le créateur et fondateur de l'entreprise à l'époque. Et on a échangé en fait à un moment. Lui avait déjà vu mon travail avant, mais je le connaissais pas plus que ça. Et on s'est rencontrés à une des portes ouvertes, on a de plus en plus échangé jusqu'au moment où il m'a proposé un premier projet en tant que sculpteur freelance. Et ça a démarré comme ça. Donc j'ai travaillé en tant que freelance pour Faribol pendant, je dirais, au moins 3 ans, peut-être un peu plus, j'ai plus la mémoire des dates. Jusqu'au moment où j'ai été salarié et puis sculpteur à plein temps pour l'entreprise. Une entreprise qui fabrique des jouets d'adultes? Non, une entreprise de figurines qui existe depuis un peu plus de 30 ans, donc qui a été créée par Pascal Rodier. Qui était sculpteur aussi, qui a eu d'ailleurs, c'est marrant, un parcours un peu atypique comme le mien, puisque lui aussi, il n'était pas destiné, on va dire, à faire de la sculpture et de la figurine. Et donc une entreprise qui existe depuis plus de 30 ans, qui réalise des personnages de bande dessinée sous licence, avec, je pense, une approche un peu particulière qui l'a, à mon avis, démarquer les autres sur cette recherche des rendus, des postures, des figurines assez dynamiques, où on essaie de faire apparaître la vie, je dirais, l'expression des personnages aussi, de rechercher une fidélité au graphisme des dessinateurs. Je peux pas parler à la place de Pascal, mais je sais qu'il a donné le nom à sa société comme quelque chose de léger, qui se prend pas au sérieux. Voilà, les Faribol, c'est des paroles légères. Donc, dès le départ, ça
ça a posé un certain état d'esprit, je dirais. On essaie de pas non plus trop se prendre au sérieux, mais quand même de donner aux collectionneurs des produits de qualité. Faribol est une entreprise depuis quelques années qui a le label entreprise du patrimoine vivant, donc on va dire un savoir-faire qui est reconnu. On est un des rares ateliers qui continue de fabriquer de A à Z ces figurines en France, les concevoir, les fabriquer. Tu as pu voir l'atelier de toute façon que tu connais. Donc ça, on en est plutôt fiers. Même si c'est en 2026, c'est un vrai challenge de continuer à faire tourner une entreprise 100% française, mais voilà, on s'accroche comme nos chers irréductibles. J'ai jamais pensé à Faribol en tant qu'entité humaine et vivante. Alors oui, ce serait un personnage, pour te le décrire, créatif, bordélique. Mais de toute façon, je crois que tous les créatifs sont bordéliques. Qui se prend pas au sérieux. Mais tu vois, on revient un peu à la genèse et à l'essence de Faribol de par son nom. Mais ça craint un peu parce qu'en fait je te donne pas des qualités en fait. Non mais si, plutôt créatif, quelqu'un avec de l'humour, surprenant, même voilà, si ça reste une entreprise et avec les bons moments et les moments moins drôles, mais je dirais ça, qui se prend pas au sérieux, avec de l'humour, bordélique, clairement. D'ailleurs, ce serait, je pense, une personne avec qui je m'entendrais bien. J'aime pas les gens trop froids, tu vois, trop stricts, trop propres sur eux, machin. C'est des gens qui m'attirent pas. Donc je pense que Faribol et moi, on est plutôt en phase, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Mais je pense que c'est l'entreprise qui me correspond. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leur Faribol. Donc, t'as bien compris que j'étais bordélique, tout ça, quoi. Oui, je m'en souviens très bien. C'était un projet, alors c'était une BD qui n'est pas, on va dire, pas aussi connue qu'Astérix. Qui s'appelait Sexy Gun, qui était une petite nana sur un tabouret par un auteur qui s'appelle Mathieu Remes. Et en fait, c'est une figurine, un projet que j'ai fait au départ, pas du tout avec une idée de le commercialiser. L'auteur en question était sur un forum et je l'ai contacté. Je trouvais ces personnages sympas et je lui ai proposé de faire une figurine. Et au départ, je me suis dit, je vais la sculpter, lui faire un tirage et puis voilà. Et en fait, sur le forum qui s'appelle Objectif, que tu dois connaître, j'ai posté en fait l'évolution de la figurine et un fabricant l'a repéré et a voulu la produire. Donc c'est comme ça que ça a démarré pour moi dans on va dire le domaine de la sculpture pro. Et c'est mon premier projet pour lequel on m'a payé. Je dirais c'est ni l'un ni l'autre. Elle fait partie de ce que j'ai fait. J'en ai un exemplaire à la maison. De là à dire que je la regarde tous les jours, elle est dans un coin. Je l'ai un peu oubliée, on va dire. Alors si j'avais à apporter un regard dessus, il serait bien évidemment très très critique. Mais d'ailleurs, même encore sur les choses que je fais aujourd'hui, je suis un éternel insatisfait. Même des fois au dernier moment, j'arrive à modifier des trucs sur des figurines. Alors parfois ça fait un peu râler les gens avec qui je travaille. Alors il y a des figurines avec le recul, notamment dans la gamme Astérix, quand je les vois, je me dis ok, j'étais pas totalement à côté de la plaque, ça fonctionne encore, mais il y en a certaines
que je déteste vraiment, mais je dirais pas lesquelles. Non, mais c'est vrai, il y a des figurines que j'ai sculptées, j'irais presque dans la douleur parce que j'arrivais pas à trouver, ou alors des fois ça tient à pas grand chose, non, je l'ai pas, tu tournes autour du truc, et puis bon, tu finis par trouver, mais sans être vraiment 100% satisfait en fait. C'est pas un exercice facile de transposer en fait des personnages de bande dessinée. Enfin, moi, dans ma vision du truc, c'est que la première, c'est de respecter le graphisme de l'auteur. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire passer un style personnel avant le style de l'auteur ou de l'univers dans lequel on sculpte les personnages. Donc c'est ça en fait mon objectif, on va dire numéro 1, c'est d'essayer, là dans le cadre d'Astérix, qu'on reconnaisse le trait du Derzo, la manière de bouger des personnages. Donc c'est un peu le truc qui m'obsède en fait sur chaque projet, que ça ressemble en fait tout simplement à la BD. En fait, ce truc, ça me vient justement, on parlait tout à l'heure des jouets, mais de l'enfance. Je me souviens qu'enfant, quand j'achetais des jouets, des fois, je trouvais que ça ressemblait pas tout à fait, c'était des personnages de dessin animé, à ce qu'on voyait dans le dessin animé. Ça me frustrait, gamin. Je me souviens, je me disais, ah ouais, non, c'est pas. Mais bon, on l'achetait quand même parce que c'était, on n'avait pas non plus une offre, on n'avait pas pléthore de propositions, on va dire, comme on a aujourd'hui. Et du coup, je pense que aujourd'hui, je me mets un peu à la place des collectionneurs. J'ai envie d'avoir moi un Astérix qui ressemble à Astérix. C'est pas une évocation. Voilà, les sculptures où le style du sculpteur est trop présent me plaisent moins. Voilà, si j'ai envie de toute façon de faire passer, de montrer mon style, je fais des créations personnelles. Voilà. Non, j'ai pas poussé l'exercice jusque-là à créer de personnages. En plus, j'aurais du mal à le faire par manque évident de temps, on va dire. Mais peut-être un jour. Là, non, aujourd'hui, je me laisse porter par la création des autres pour les figurines de Faribol, quoi. Si mon fils aîné qui est collectionneur de pièces et donc qui est passionné entre autres, collectionne des pièces romaines, incroyable, m'a demandé il n'y a pas très longtemps de lui sculpter un buste de l'empereur Trajan, qui est une demande un peu particulière pour un enfant, un ado de 14 ans, mais voilà, il m'a demandé ça il n'y a pas très longtemps, donc je me suis exécuté, entendu. J'irai oui et non. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien garder une trace de ce que j'ai fait, mais par exemple mes prototypes, de pas les récupérer, je m'en fiche complètement. Enfin, ils sont à l'atelier, on va dire, ils sont archivés, mais j'ai pas du tout une obsession. Je regarde pas en arrière en fait, je regarde plutôt devant. Je peux regarder de temps en temps ce que j'ai fait avant, je dirais presque pour ne pas reproduire certaines erreurs, mais j'ai pas j'idolâtre pas, ou enfin, tu vois, je suis pas fétichiste. Je sais pas si le mot est bien choisi, mais voilà, ce que j'ai fait, voilà, c'est une trace plutôt de mon travail. Je pense que c'est important de l'avoir. Alors, il y en a du côté peut-être de quelques super-héros. Alors, j'ai un personnage qui a accompagné mon enfance, qui est Superman, donc j'ai toujours bon espoir de faire un Superman, par un auteur, mais peut-être que ça sera un jour. Après, dans les personnages de BD franco-belge, c'est déjà fait, puis c'était Lucky Luke, qui est le personnage pour le coup qui a vraiment accompagné mon enfance, donc j'en ai fait un il y a un peu plus d'1 an, oui c'est ça. Donc ça c'est fait. Après, dans l'univers d'Astérix, il y en a plein. Déjà Astérix et Obélix, puisque je suis extrêmement fan de l'univers, donc déjà je considère que c'est un vrai privilège de travailler cette licence, parce que c'est, voilà, je trouve ça, c'est une BD géniale. Astérix et Obélix, c'est notre patrimoine, donc c'est vraiment, c'était un rêve, hein, d'ailleurs.
On parlait de ma première collaboration avec Faribol. En l'occurrence, le premier personnage que j'ai sculpté pour Faribol, c'est dans l'univers Astérix. Pascal venait d'obtenir la licence depuis pas hyper longtemps. Alors lui aussi, c'était un rêve pour lui, un rêve de bosser sur Astérix. Et très naturellement, en fait, il m'a confié un projet sur Astérix, alors qu'il aurait pu tout garder pour lui. Et pour moi, voilà, c'était déjà une première marque de confiance, et je l'ai saisi comme une opportunité assez incroyable, quoi. Enfance, ouais, c'est marrant ta question, parce que j'ai fait une réflexion il y a pas longtemps à ma femme par rapport à un retour que j'ai eu d'un ayant droit. Et un ayant droit, on a parlé de Lucky Luke, et j'ai eu il y a pas longtemps un message sous forme de mail complètement écrit pour le coup, d'un ayant droit, voilà, qui a vraiment apprécié un travail que j'ai fait pour eux. Alors on peut le dire, c'est sur la licence Lucky Luke. Et je me suis dit, waouh, purée, si j'avais su qu'un jour adulte, je recevrais de l'ayant droit de Lucky Luke, gamin étant fan de Lucky Luke, ce genre de message, je me dirais, waouh, incroyable, quoi. Enfin, c'est encore une fois, de bosser ces univers de la bande dessinée qui enfant me faisait quelque part rêver. Je me dirais, t'as vu, pas mal. Alors c'est marrant, j'ai pas de moment de la journée où je dirais je suis le plus rapide. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai gagné en rapidité avec les années de pratique. Alors, il y a eu deux phénomènes à ça. Comme beaucoup de sculpteurs, on va dire de mon âge, j'ai commencé bien évidemment par la sculpture traditionnelle à la main, qui en soi est très longue. En fait, sculpter un prototype, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc c'est vrai que j'ai, on va dire, certains le voient comme une qualité, mais ça peut être un travers. Je suis perfectionniste, et du coup, quand je sculptais à la main, je passais un temps fou sur les finitions, mais des fois presque trop. Du coup, ça me rendait un peu lent, on va dire. Et avec les années de pratique, j'ai appris à être un peu plus rapide. Et là aujourd'hui, alors on pourrait être toujours peut-être être plus rapide, mais il y a un moment où il faut être rapide, mais continuer dans la mesure du possible à faire du bon travail. Mais j'ai l'impression que j'arrive à tendre, voilà, sur ce bon équilibre entre rapidité et arriver à rendre un travail correct. Le truc qui m'énerve le plus quand je sculpte, qu'est-ce que ça peut être? Des fois, c'est de pas arriver à trouver soit une posture, soit une ressemblance sur un personnage. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Des fois, tu vas commencer un projet et tu vas tourner autour, en fait. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, là, le personnage, je le vois, je vais essayer de retranscrire la case, ou des fois, on retranscrit pas telle quelle la case. On va se dire, là, typiquement, ce projet-là, à fond les Gaulois, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la bande dessinée, tu vois. On s'était dit avec Pascal à l'époque, on va représenter Astérix et Obélix dans quelque chose de dynamique, et on s'est dit, on va les faire cavaler, courir à toute berzingue. Et là, se dire, comment on va faire, quoi. Quel code, de quelle manière, en fait, on va les représenter sans trahir l'esprit de la bande dessinée, et les codes gestuels, en fait, adopter les bons codes gestuels des deux personnages qui sont totalement différents. Et pour arriver à faire ça, tu vas tâtonner forcément. Ça va être beaucoup de recherche. Obélix, typiquement, voilà, pour le faire courir, tu imagines que ça a demandé pas mal de réflexion. Et du coup, c'est quelque chose qui peut, pour revenir à ta question, être frustrant et énervant, parce que par moment, tu peux ne pas trouver de solution. Et dans le cas d'Obélix,
il n'est pas sorti d'un seul jet. J'ai fait pas mal de recherches sur les positions des jambes, des pieds, et au début, je trouvais pas de trucs qui fonctionnaient vraiment. Et ce qui peut être aussi énervant, c'est que tu vas voir un dessin, tu vas dire waouh, ce dessin il est génial. Et en fait, quand tu commences à le transposer en 3D, tu vas dire ah ouais, mais non, tel quel il fonctionne pas. Ça marche pas. Et donc, il va falloir trouver toutes les astuces pour que justement ça fonctionne. Et ça peut être énervant. Le mot est en fait est un peu fort parce que c'est aussi ce qui rend la chose intéressante, d'essayer de trouver justement ces solutions pour que une figurine, un personnage soit transposable en 3 dimensions. C'est un petit exercice mental qui rend je trouve le travail intéressant. Mais parfois, voilà, ça demande du temps et ça peut être effectivement frustrant. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est de s'apercevoir, on parlait de mon travail passé, c'est de s'apercevoir après coup que sur certains trucs tu t'es planté et que tu te dis merde, j'ai fait ce truc-là, la figurine elle est sortie, elle existe. Alors des fois on me dit mais non, c'est bon, personne le verra, mais moi du moment que je le sais, ça m'emmerde un peu en fait. Ça, il y en a plein à chaque projet. Pascal souvent me dit mais non, personne ne le verra. Et en fait, moi, s'il y a quelque chose que je vois, qui me chagrine, j'essaie de trouver des solutions justement pour que ça se voit le moins possible. Mais des fois, pour des impératifs techniques de production, on est obligé, tant pis, de faire des concessions et de dire tant pis, ça, on ne pourra pas faire autrement. Ça peut être une source de frustration, mais tant pis, voilà. Il faut que la figurine... En fait, c'est là toute la différence entre une figurine, justement, on parlait tout à l'heure de projets que tu vas faire pour toi et de projets qui ont vocation à être mis en production et dupliqués. Quelque chose que tu peux faire pour toi, et qui va pas être moulé. Tu peux pousser les curseurs au max, de détails, de choses complètement impossibles à imaginer en production. Et à l'inverse, pour produire une figurine, tu es obligé de faire certaines concessions parce qu'il faut que ce soit moulé, il faut que ce soit peint, il faut que ce soit assemblé. Et il y a certaines choses que tu ne peux tout simplement pas faire. Même si avec le temps on apprend, on trouve de nouvelles techniques qui permettent d'aller plus loin dans les détails, il y a quand même cet impératif de rendre la chose duplicable, moulable, et donc voilà, il y a quand même une limite. Je sais pas s'il m'aide, mais oui, peut-être inconsciemment, peut-être c'est possible. Alors je dirais pas jusqu'à dire que j'ai une approche algorithmique ou mathématique des choses, parce que pour faire ce métier-là, je pense pas que ce soit le cas. Mais après, oui, peut-être pour certaines astuces, des coupes. Après, je suis pas seul à le faire. On a un bureau d'études et on en discute à plusieurs. Mais oui, peut-être que ça aide inconsciemment, c'est possible. J'ai la casquette de directeur artistique, donc c'est moi qui propose. Alors bien entendu, on en discute et on fait valider par la hiérarchie définitivement si un projet tient la route ou pas. Mais c'est mon rôle aussi de proposer des projets, des idées de projets, de personnages, de posture, de choix de visuels ou de visuels inventés. C'est pleinement mon rôle pour le coup. Ah tiens, ça tombe bien puisque elle est justement dans la licence Astérix. C'est Cléopâtre. C'est Cléopâtre qui va être content. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Cléopâtre que j'ai sculpté, je sais plus, en 2019 je crois. C'est une pièce que j'ai failli abandonner, pas parce qu'il fallait abandonner le projet, parce que je la trouvais pas. Je l'aimais pas. Je me souviens qu'il disait à Pascal, mais regarde, ça va pas.
je la trouve pas. J'étais même j'avais commencé à chercher un autre visuel parce que ça le faisait pas. Et Pascal m'avait dit mais non, mais elle est très bien, mais laisse-la. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé reposer, on va dire, et j'ai bossé sur un autre projet. Et en fait, je suis revenu dessus avec un œil neuf, ce qui a permis de rajouter sa panthère, qui n'était pas prévue au départ, et de modifier tout un tas de trucs. Et au final, elle est sortie comme voilà, tu la connais, avec le succès qui pour moi était inattendu, parce que j'étais persuadé que ça allait être un échec complet, parce que vraiment c'est une figurine que je sentais pas, je sais pas pourquoi, alors que vraisemblablement elle a plutôt plu. Et encore aujourd'hui, tu vois, quand je la regarde, je dirais pas qu'elle est ratée, mais c'est un projet voilà, que j'ai toujours, qui m'a toujours un peu dérangé. Mais bon, c'est moi, hein. Tu vois, je l'ai même pas Cléopâtre chez moi. J'ai pas d'exemplaire. Et il faut peut-être encore du temps. J'ai pas de préférence. J'aime bien les deux. J'aime bien faire des petites nanas parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à capter dans les attitudes. Justement, tu parlais de Cléopâtre. Je me souviens que j'ai passé beaucoup de temps. Alors pareil, ça va être peut-être un détail que personne n'a vu, mais sur la main, elle a le long des hanches, sur la position des doigts. J'ai fait énormément d'essais pour que justement on ait l'impression que cette main soit posée le long de sa hanche de la manière la plus naturelle possible. Il y avait quelque chose aussi, elle a quelque chose d'autoritaire. Cléopâtre, c'est une femme à la fois qui a du charme, mais qui a de l'autorité, elle se laisse pas marcher dessus, et donc il fallait transférer quelque chose plutôt faire passer ça dans la sculpture, le retranscrire, et donc c'est dans ces petits détails-là, justement, que j'essaie de le faire. Et donc, plutôt homme ou femme, je dirais que les deux me vont. Il y a des choses intéressantes à retranscrire dans les deux sexes. Mais oui, non, j'aime bien Pascal était très à l'aise avec les nanas. Il a fait des superbes pin-up. Et c'est quelque chose aussi, moi, que j'aime bien faire, les nanas. Mais les hommes aussi. J'ai pas de... Les deux me vont. Les animaux aussi. Alors, étudier l'anatomie, c'est un bien grand mot. Par contre, je recherche des références anatomiques, parce que ne pas le faire, c'est pas une bonne idée du tout. Même si c'est des animaux qui sont stylisés, mais ça vaut aussi pour les êtres humains, hein, même quand ils ont des gros nez. S'il n'y a pas quelques codes anatomiques, en fait, ça fonctionne pas. Même si les codes anatomiques dans le cadre d'Astérix Obélix sont extrêmement exagérés et déformés, il y a toujours, par exemple, quand il y a un coude, un os du coude qui sort, il faut le faire. Donc il faut quand même se raccrocher à quelques notions d'anatomie, sinon ça fonctionne pas. Pour César, c'est pareil. Donc pour les animaux, oui. Pour la sculpture du cheval, alors c'est Pascal qui l'a faite, mais je me souviens que il a utilisé des références. Je lui avais envoyé d'ailleurs des photos. J'étais allé dans un haras pas très loin de chez moi et je lui avais filé quelques photos de chevaux, parce que voilà, mais encore une fois, même si c'est stylisé, il faut quelques codes anatomiques. Uderzo, je pense, quand il dessinait ces animaux, faisait pareil. Je sais que les gens de chez Disney passaient aussi beaucoup de temps à avoir des références, y compris des références vivantes pour les animaux. Alors en plus, quand il faut les animer, c'est encore un cran au-dessus. Un félin qui bouge, il a une manière de bouger, même s'il est stylisé. Il faut représenter tous les codes pour que ça fonctionne, quoi. Alors si des fois je peux parler tout seul à moi-même quand j'arrive pas à faire quelque chose, mais là je
te dirai pas ce que je dis. Je te laisse imaginer. Mais non, je parle pas à mes sculptures. Je pense que si un jour quelqu'un me prend à le faire, je pense qu'il faudra se faire peut-être du souci. Non, je parle pas à mes sculptures, pas encore. En fait, je fonctionne pas comme ça. J'ai pas de jalousie avec le travail des autres. Je suis plutôt dans la démarche, je dirais presque admirative, mais non, en fait, le travail des autres me nourrit, mais pas dans le sens malsain du truc. C'est-à-dire que je vois, bien entendu, je suis le travail d'autres sculpteurs, et en fait, c'est plutôt quelque chose qui me challenge plutôt que j'ai pas de sentiment de jalousie. Quand j'ai commencé la sculpture, tu vois, forcément, je regardais sur internet ce que faisaient d'autres sculpteurs pro. Je me disais, waouh, c'est incroyable. Un jour, j'adorerais pouvoir faire ça. Donc, c'est plutôt quelque chose qui me pousse à m'améliorer qu'autre chose. Ouais, ça me rend pas jaloux. Ni l'un ni l'autre, un peu de musique. J'ai toujours bossé avec un fond musical. Le silence, non. Non, toujours un petit fond musical. Très souvent des BO de films d'ailleurs. J'écoute beaucoup de musique de films quand je bosse. Alors il y en a beaucoup dans l'univers d'Astérix. Celle-ci, j'en suis assez fier parce que on en parlait un peu tout à l'heure, il y avait un vrai challenge et j'ai l'impression d'y être arrivé. Donc j'en suis assez content, même si elle a des défauts. Je vais pas les passer en revue, mais encore aujourd'hui, je trouve qu'elle fonctionne plutôt pas mal. Le Panoramix aussi. Le Panoramix, alors ça, pour le coup, à l'inverse de Cléopâtre, c'est une figurine que j'ai sortie, on va dire, assez vite. Je l'avais faite de manière traditionnelle, donc en plastiline et puis après en résine. Et quand j'ai fait la plastiline, alors c'était pendant le Covid, pendant les confinements, dont tout le monde se souvient. C'était au mois d'avril-mai, je me souviens, il faisait beau dans mon jardin, je m'étais mis dans mon jardin, j'avais fait la plastiline, et elle était sortie assez vite. Parce que le visuel pour moi est évident, c'est des extraits d'Astérix en Corse. Pour moi, il est un des meilleurs albums. Et du coup, il est venu. Donc, en le voyant encore aujourd'hui, tu vois, j'en suis assez content. Qu'est-ce qu'il y a comme autre figurine dont je suis fier? Le Lucky Luke aussi, pour les raisons mentionnées avant, parce que c'était lié à mon enfance. Voilà, donc vraiment. Au moment où j'ai mis le copyright Maurice et Goscinny, tu vois, c'est très con quand on le dit. Mais tu dis, waouh, j'ai réussi. Non, mais ouais, ça fait partie. Mais voilà, lié à l'enfance, de me dire, je réalise quelque part des rêves d'enfant. Alors, me sert au quotidien, bien sûr. Me sert au quotidien. Alors oui, je dirais, il sert à faire quelque chose qui est quand même assez inestimable, c'est de passer quand même les 3/4 de mon temps à faire quelque chose que j'aime. Ce qui est quand même pas donné à tout le monde et j'estime que c'est une chance. Donc déjà, ça me sert au quotidien à être en phase avec moi-même et Dieu sait que c'est pas quelque chose de toujours facile. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Et du coup, par voie de conséquences, on va dire, ça me permet d'être bien avec ma famille, alors je dirais que c'est pas le boulot bien sûr qui régente toute ta vie et tout ça, mais ça y contribue. Donc parce que on va dire professionnellement parlant, je suis passé par des hauts et des bas dans ma vie d'avant et tout. Donc je dirais là j'ai la chance de faire un boulot qui me plaît, avec lequel qui a du sens pour moi. Donc pour le coup sa première utilité, c'est je dirais pas de me faire du bien, mais tu vois un peu l'idée, quoi, d'être en phase avec moi-même. Après, vis-à-vis des autres, je sais pas. J'ai l'impression que les gens qui achètent les créations sont plutôt contents, et ça,
je dirais, ça me fait presque plus, enfin c'est ce qui me fait le plus plaisir finalement, d'avoir les retours des gens quand ils ont acheté leur statuette, qui sont hyper heureux. Ça c'est quand même, je dirais, la plus belle des récompenses. Après, donc si ça a cette utilité-là, je trouve ça génial. Et puis, je trouve que c'est déjà pas mal, non? Oui, j'en ai eu. Alors, sur des projets auxquels j'étais attaché, qui sont pas sortis pour des raisons X ou Y, parce qu'il y en a eu. Alors pas des milliers, hein, on est d'accord, mais on a eu. C'est un métier en fait qui est fait de haut et de bas. Des fois, tu peux être hyper dans une phase hyper haute, on va dire moralement, et des fois tu peux avoir tu as un truc pour parce qu'un ayant droit ça va pas le faire, ou pour des raisons commerciales, un projet va capoter. Donc là, tu prends un petit coup ou une licence que t'es à ça d'avoir. Un jour peut-être on la racontera, on a eu une licence énorme, on a failli avoir, et puis du jour au lendemain en fait ça s'est pas fait. Ça a été assez dur. Donc oui, il peut y avoir des moments où on a le moral dans les chaussettes, mais un peu comme dans la vie. Ça. Donc il y a des hauts et des bas, mais on continue d'avancer. Ça c'est la pire des questions, parce que en fait j'ai un gros défaut, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir. Je suis quelqu'un qui avance un peu au jour le jour, et je me dis, alors c'est peut-être pas très optimiste, mais je dis jusqu'ici tout va bien, et je fais pas de plan sur la comète plutôt. Et en fait, mon histoire personnelle montre que ce serait une très mauvaise idée d'en faire, parce que quand tu regardes mon parcours, voilà, j'ai fait des études scientifiques d'ingénieur, donc a priori mon avenir il était pas tout tracé, mais je devais être un ingénieur qui aujourd'hui, donc à mon âge, serait cadre dans une entreprise quelconque. Enfin, tu vois, et or je fais quelque chose qui aujourd'hui qui n'a rien à voir. Donc, bon, je fais pas de plan sur la comète. Je réserve ça plutôt cette attention-là à mes enfants, avec ma femme. On essaie plutôt de regarder vers l'avenir les concernant, mais me concernant, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me projeter.